des mouvements populistes, et tant qu'on n'a pas trouvé le moyen de réunir les 80% de la population qui se regarde en chien de faïence dans un esprit de guerre civile, tant qu'on n'a pas trouvé les moyens, on risque justement des dérapages populistes comme ceux qu'on a en Pologne ou en Hongrie ou en Slovaquie ou dans ces pays-là. Mais on a la même chose, c'est pour ça que, quel que soit le modèle de régime, le modèle républicain, le modèle de république, le problème est le même. Et j'ajouterais que le problème existe également de la même façon dans un autre endroit où je travaille, c'est les États-Unis. Je vois pratiquement plus de différence aujourd'hui entre les pays occidentaux, d'Europe de l'Ouest et les États-Unis, parce que cette même fracture est présente. L'immigration d'un côté, et de l'autre côté, l'islam, et de l'autre côté, le refus de considérer que cette immigration musulmane est aux États-Unis, pas seulement musulmane, aussi d'Amérique latine, est un problème. Merci, Monsieur Rochman, de votre exposé. Je vais tout de suite donner la parole. Alors, Pierre Condifé, je ne sais pas comment le présenter parce que je crois que ce sera mieux. C'est un garçon qui est multifonction, multipolaire, multi-intelligent. Enfin, il était en bipolaire, ça serait un brin fou, pourquoi pas, un peu de fantaisie, ça ferait pas mal. Pierre Condifé a fait un livre qui s'appelle Le monde de Tim. Alors, le monde de Tim, c'est l'intelligence artificielle. Tu pourrais peut-être expliquer ce que c'est que l'intelligence et pourquoi c'est très important pour ta vision de Marseille en 2047 et de la France dans 30 ans. Oui, alors merci. Je vais profiter des propos précédents pour une très bonne transition, parce qu'en réalité, mon prisme avec lequel j'ai écrit ce livre et avec lequel je conduis mes actions, c'est de dire que plus il y a de prospérité, de croissance économique, et moins il y a de problèmes. Et la meilleure façon d'éviter les extrémismes, c'est que tout le monde travaille et que tout le monde mange à sa faim. C'est la raison pour laquelle... Voilà. Et c'est mon prisme, et c'est par celui-là que j'ai construit ma réflexion dans ce livre. Alors, l'intelligence artificielle, en 2 mots, pour répondre à ta question, c'est en fait d'essayer de faire faire aux machines ce que font les humains. C'est ça l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est un outil, tout simplement. Un outil qui, pour vous donner une image, qui serait comme un smartphone ultra puissant, qui pourrait faire beaucoup plus de choses que ce qu'il fait aujourd'hui. C'est ça l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, aujourd'hui, ça a des conséquences extrêmement fortes sur nos vies, mais surtout sur l'économie. Et c'est peut-être aussi la plus grande chance historique de l'Europe. Et je m'explique. Depuis peut-être 25 ou 30 ans, toutes les entreprises de production européennes, toutes celles qui étaient installées sur des pays anciens, sont allées chercher dans des pays dits émergents, des pays qu'on appelait avant les pays sous-développés, des pays pauvres, sont allés chercher des productions avec des meilleurs coûts de revient. Et donc on a vu toutes les entreprises européennes transférer leurs usines dans ces pays-là. En Inde, en Chine, au Bangladesh et dans tous les autres pays pauvres de la planète. Et puis avec le temps, nous, on n'a pas su se débrouiller avec nos charges sociales et les coûts du travail en Europe n'ont fait que augmenter. C'est la raison aussi pour laquelle il y a tant de gens qui cherchent un emploi et qu'on n'arrive pas à satisfaire aujourd'hui, parce que le coût du travail est très, très élevé. Et donc nos productions, dans nos vieilles entreprises industrielles, étaient trop chères. Et on a continué à produire dans tous ces pays périphériques, qu'on connaît tous très bien. D'ailleurs, il suffit de regarder les étiquettes, Made in China, Made in Bangladesh, etc., etc. Mais les choses viennent de changer. Et les choses viennent de changer parce que pour la première fois dans notre histoire économique, une technologie permet d'avoir des coûts de production robotisés inférieurs à des coûts de production humains, quels qu'ils soient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une usine robotisée en France peut produire moins cher que n'importe quelle usine dans n'importe quel pays émergent du monde. Et au moment où je disais ça, la semaine dernière, dans une conférence économique, il y a un membre de la salle qui m'a envoyé un texto, et qui a levé le doigt en disant « lisez le texto », et le texto c'était la photographie du journal. Et sur ce journal, il était dit que le groupe Intel, je ne vais pas dire le nom, mais je suis en train de chercher s'il n'est pas implanté dans la région de Xavier, mais non, il n'est pas implanté dans la région de Xavier, ce groupe, et sinon j'aurais trouvé une autre région. Et donc ce groupe disait, depuis 20 ans on est implanté au Bangladesh, on emploie 600 ouvriers, eh bien on quitte le Bangladesh
pour réinstaller notre centre de production dans la région, en l'occurrence, pas très loin des Hauts-de-France, mais pas dans cette région-là. Et donc, on va avoir des coûts de production avec des bras automatisés, des bras robotisés, moins chers que des personnes qui travaillent au Bangladesh. Donc moi, ma première réflexion, mais c'est peut-être le travers qu'on a, Caroline et moi, quand on siégeait ensemble sur les mêmes bancs du conseil régional, à s'occuper toujours de ceux qui sont le plus en difficulté. Ma première réflexion, c'était d'écrire à ce groupe en disant « Monsieur le Président, qu'est-ce que vous faites des 600 familles que vous laissez au Bangladesh ?» Et il ne m'a pas répondu, mais je vais y revenir. Et donc, l'Europe, qui est en perte de vitesse économique depuis 40 ans, a une chance historique de reprendre le leadership mondial de la production industrielle. Ça paraît incroyable, et pourtant c'est la réalité. Et ça a commencé. Ça a commencé, ça s'appelle la relocalisation, et vous voyez fleurir en Pologne, en Espagne, pas en France encore, mais ça va sûrement arriver, des usines qui étaient dans ces pays pauvres et qui y reviennent. Parce que nous allons produire des produits dits manufacturés, des produits industriels, à des coûts de revient inférieurs à ce qui se pratique ailleurs. Alors, la Chine a très bien compris, et quand on est allé avec notre ami Christian Estrosi à Shanghai l'année dernière rencontrer le gouverneur de la province du Guangdong, là où se trouvent les plus grandes usines du monde, le gouverneur nous a dit « J'ai demandé aux 2000 entreprises les plus performantes de mon canton, il a 140 millions d'habitants, hein, donc il a 2000 entreprises, il a dit j'ai demandé à ces 2000 entreprises d'aller vers un taux de robotisation de 100%. Ça veut dire qu'ils ont compris que la prochaine concurrence ne serait pas une concurrence d'un nouveau pays, ça serait la concurrence d'une technologie. Pour que vous ayez bien en tête cette notion, sachez que les pays les plus robotisés de la planète n'ont pas de chômage. Le pays le plus robotisé de la planète, c'est la Corée du Sud, ils n'ont pas de chômage. Si tu n'emploies que des robots, comment veux-tu créer du chômage? Alors c'est contre-intuitif, merci de la question, c'est contre-intuitif. Alors voilà comment ça se passe. Ça se passe en 3 phases. D'abord, l'entreprise, elle met des robots à la place des personnes. Et là, il y a une destruction d'emplois. Mais c'est ce qu'on a connu dans toutes les industries françaises, dans les banques, dans les assurances, chez les experts comptables, dans des tas de professions. Et puis, ensuite, très vite, cette entreprise, elle devient beaucoup plus performante et beaucoup plus innovante. Et elle se remet à faire de la croissance et elle se remet à embaucher. Et le solde entre les deux est positif. On prévoit pour les 3 ans qui viennent 1,8 million d'emplois détruits aux États-Unis à cause de l'intelligence artificielle contre 2,3 millions. Et la meilleure démonstration que ça, c'est que la Corée, le pays le plus robotisé de la planète, plein emploi, chômage négatif. Le Japon, 3 robots pour 100 emplois, pas de chômage. Les États-Unis, 1,8 robots pour 100 emplois, pas de chômage. L'Allemagne, 2,5 robots pour 100 emplois, pas de chômage. La France, 1 robot pour 100 emplois, 10% de chômage. Donc, on fait la démonstration par la réalité de ce qu'on voit aujourd'hui. Au niveau microéconomique de l'entreprise, on la voit plus performante. Au niveau macroéconomique, elle est... Je vais terminer, José, parce que le plus important est pour la fin. Alors, et donc, on a une chance énorme. Alors, 2 réflexions. La première, c'est qu'on a la chance d'avoir à côté de nous Xavier Bertrand, qui est probablement l'un des 2 ou 3 seuls, pardon de le dire, mais dirigeants français qui ont compris les enjeux de l'intelligence artificielle en France, parce que personne ne l'a compris. Sachant qu'aujourd'hui, la guerre, vous êtes placé sur un plan religieux extrêmement intéressant, je me place sur un plan économique. La guerre économique, elle est entre les entreprises digitales américaines et le reste du monde. Vous savez qu'aujourd'hui, Microsoft et vous prenez Google et Microsoft par exemple, ils valent plus à tous les deux que 100% des entreprises françaises cotées. Et aujourd'hui, l'Europe, on en a absolument besoin, parce que si on n'arrive pas à construire des entreprises digitales de taille européenne, nous aurons perdu la guerre mondiale. Et la guerre, elle se joue au plan économique. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour anticiper dans ce domaine en termes d'investissement? Je vous réponds, rien. Le vrai sujet là. Et je vais terminer par ce qui est pour moi le plus important. C'est qu'une fois que nos brillants élus nationaux auront convaincu l'Europe de mettre en place un véritable plan d'investissement et de développement pour les industries de l'intelligence artificielle, ce qui va se faire, une fois qu'on aura réussi à créer des GAFA européennes, ce qui va se faire, une fois qu'on aura relocalisé toute la production industrielle, ce qui va le faire, on va être très riche et au plein emploi, et c'est ce que je décris dans mon livre, qui est d'ailleurs super, je vous invite à le lire. Bon, le monde de Tim. Le monde de Tim. Oui, et donc je termine. Attends, il faut que je termine parce que tu auras la conclusion. Et donc. Non, mais ça fait 3 ans que tu conclus. Oui, mais tu me coupes la parole, laisse-moi finir, tu vas voir. Et donc,
Une fois qu'on aura fait tout ça, on sera très heureux. Mais qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va augmenter les vagues migratoires chez nous, vers nous. Les vagues migratoires vont s'intensifier. Parce que tous ces pauvres gens qui auront perdu leur emploi, où est-ce qu'ils vont aller? Vers là où il y a de la richesse, chez nous. Voilà, merci. Monsieur Rochman, une petite seconde, parce que vous avez, Bertrand, souhaite acquiescer à cette... Une phrase seulement. Alors, allez-y, monsieur. Une phrase seulement, c'est comment expliquer que des pays prospères et sans emploi connaissent exactement les mêmes problèmes, les mêmes divisions que nous avons en France et en Italie. Je nomme la Suisse et l'Autriche. Monsieur Bertrand, vous avez la parole. Je ne voudrais pas vous répondre, mais il y a deux formes d'insécurité. Il y a une insécurité sociale, sociétale, et il y a une insécurité identitaire, qui est aussi une insécurité sociétale. Il y a les deux. Moi, je vous le dis, je pense que j'ai été invité aussi pour ça, c'est parce que je suis en première ligne face aux extrêmes. Je pense que les organisateurs m'ont aussi demandé, c'est Caroline, Monsieur le Président, aussi pour cette raison. Qu'est-ce que j'essaye de faire? Je ne sais pas si je réussirai. Je ne m'attaque pas au Front National. Je m'attaque aux causes du Front National. C'est-à-dire ce sur quoi prospèrent les extrêmes. Parce que toutes les postures, pardonnez-moi de le dire, politiques, tout ça, je pense qu'elles ne fonctionneront plus. Si on n'obtient pas des résultats, et si on ne règle pas les problèmes des gens. Moi-même, on l'a entendu, oui, il a été ministre des Affaires sociales, santé, travail, donc il ne s'intéresse qu'à ça. Pas du tout. Parce que je sais pertinemment qu'il peut y avoir une forme de zapping par rapport aux priorités et aux préoccupations. Et que notre enjeu, c'est d'apporter des réponses sur ces deux niveaux. Je n'ai pas la compétence régalienne. Et d'ailleurs, ça nous renvoie à la question que vous évoquiez tout à l'heure. Vous parlez de la question de l'islamisme. Le problème, c'est que l'Europe, elle a quoi comme compétence là-dessus? Il y a un principe de subsidiarité. Qui fait quoi au niveau européen? Et ça ne nous dispense pas d'avoir des comportements, notamment pour les républiques dans l'Union européenne, je dis à nouveau à 27 parce que le Royaume-Uni nous quitte, pour savoir qui a vraiment ces politiques-là. Moi c'est pareil, je n'ai pas cette compétence. Mais ça ne m'empêche pas, je n'ai pas eu l'idée tout seul, c'est Bernard qui m'y a fait penser, à lancer notamment dans les établissements scolaires une charte de la laïcité pour l'établissement public et privé, et aussi de proposer à l'éducation nationale, à Jean-Michel Blanquer, de lui financer des formations, parce que j'ai la compétence formation, pour la communauté éducative qui est confrontée au cas de radicalisation. Ce n'est pas moi qui ai eu l'idée, je rends à César ce qui appartient à Bernard. Mais toujours est-il... Non, mais je le dis aussi, c'est qu'on doit chercher des idées, et que même si ce n'est pas notre compétence première, on peut quand même agir. Quand je me bats pour obtenir, j'ai l'avantage d'avoir un préfet qui a une vraie colonne vertébrale, pour que le frère de Tariq Ramadan, Annie Ramadan, qui vient faire, paraît-il, des grandes conférences à Roubaix et à Saint-Quentin, alors qu'il vient professer sa haine, je réussis à obtenir l'interdiction de ces conférences. C'est pas mon boulot, normalement. Mais seulement j'ai... Non, je ne fais que mon boulot, quand même. Parce que j'estime que quand ce sont les élus qui commencent à détourner la tête, c'est le début de la fin. C'est le début de la fin. Et quelles que soient les remarques sur les réseaux sociaux, les menaces, c'est notre boulot. Je reviens à la question européenne. Et j'ai voulu parler des extrêmes pour cette raison. Ils ne prospèrent que sur les problèmes. Si on règle les problèmes, et mon Dieu, ça prendra du temps, dans ces cas-là, ils n'ont plus de raison. Je le dis souvent à mes opposants, pardon, mes seuls opposants dans l'hémicycle. Vous, quand ça va mal, ça va bien pour vous. Si ça va mieux pour les gens, vous n'avez plus la même raison d'être. Et c'est là où il faut vraiment se focaliser là-dessus. Et je prends ce que vient de dire Pierre, à l'instant. Il a raison sur les perspectives de développement de prospérité économique. Sauf qu'on va passer par des phases où ça ne va pas bien se passer. Pierre, tu as écrit sur 2047, mais en 2020, 2025, 2030. Et là où je vais vous dire comment l'Europe peut aider. La robotique, la robotisation, la robot numérique, j'ai encore organisé à Saint-Quentin, dans ma ville, une convention d'affaires pour développer ça. La robotique, la robot numérique vont créer des emplois. Derrière chaque robot, il faut des gens pour les concevoir, pour les fabriquer, ce qui nous manque aujourd'hui en France. Moi, je veux un processus de fabrication des robots, ils ne seront pas tous fabriqués par des robots. Il faut les installer, il faut assurer la maintenance. Donc derrière, il y a un vrai potentiel, et notamment pour la question de la productivité, de la compétitivité. L'intelligence artificielle, c'est pas la même musique. Est-ce qu'il y a des experts comptables dans la salle? Pierre? Oui. Avocat. Il n'y a pas d'expert comptable. Parce qu'il y a des professions complètes, notamment dans la banque, dans les assurances, dans les experts comptables, où l'intelligence artificielle ne va pas produire seulement des gains de compétitivité, elle va transformer des emplois. Non, là je le dis trop pudiquement, va détruire des emplois.
Et le problème que nous avons, c'est que les cols bleus, les ouvriers, depuis bien longtemps ont compris, avec la mondialisation et autres, la concurrence, due à la mondialisation entre autres, que leurs emplois pouvaient être remis en cause. Les cols blancs n'ont pas intégré. Et vous avez des gens qui vont être avec un emploi remis en cause alors même qu'ils n'atteindront pas l'âge de la retraite. C'est quoi le boulot des politiques dans ces cas-là? C'est tout simplement de leur trouver des solutions et de les former pour les métiers de demain. Et là, une région a un rôle à jouer, un pays a un rôle à jouer, et l'Europe a aussi un rôle à jouer pour les former. Parce que si ces gens-là voient leur boulot complètement disparaître, ça sera des bataillons entiers pour les extrêmes, et qui pourront récupérer leur malheur, leur misère, leur colère, pour justement ça. C'est là la vocation aussi de l'Europe et de l'Union européenne. Ça permet d'être à la fois avec une vision, comme on revient dans la course économique mondiale, mais aussi de faire attention à ce que l'aspect macro ne nous détourne pas de l'aspect micro, où il faut s'occuper de chacun. Et là, j'estime que l'Europe a un véritable rôle à jouer. C'est sur ces questions-là, et excusez-moi de revenir à chaque fois sur cette question des causes des extrêmes, c'est qu'il se fait tard, mais il n'est pas encore trop tard. Mais on a besoin à la fois d'avoir une vraie vision de ce que nous voulons comme idéal européen, mais qu'on doit être sacrément concret pour apporter des réponses concrètes aux gens qui vous disent mais moi je suis quoi là? Je suis dans une machine à broyer? J'existe encore pour vous ou pas? Et j'en reviens à un dernier aspect là-dessus, c'est qu'il faut que la politique, elle, ne soit pas pilotée demain, pardonnez-moi, j'ai beaucoup de respect pour eux, mais par une mentalité comptable, financière, ou demain par des algorithmes. Parce que c'est quoi? Vous êtes en face de moi, vous êtes qui? Vous n'êtes pas, je ne sais pas combien de participants à ça, vous êtes des hommes et des femmes, avec votre histoire, avec votre famille, personnalité. Et le problème, c'est que la politique, elle est en train d'abandonner sa place pour la laisser aux technocrates, demain aux algorithmes. Et si on réduit la politique uniquement à des chiffres ou autres, il ne faut pas s'étonner qu'un jour, les gouvernements d'experts laissent la place aux extrêmes. Oui. Merci beaucoup, monsieur Bertrand, de votre exposé. Je crois que vous n'avez pas perdu la main depuis que vous êtes ministre, vous êtes là avec ce don de la conviction. Non, j'essaie peut-être d'être plus concret. Peut-être que si vous m'écoutez, c'est parce que vous dites, tiens, il a l'air d'avoir abandonné. Moi, je me dis les petites phrases sur l'entre-soi. Je suis toujours le même, c'est que je pense sincèrement, quand on me demande là tout à l'heure, comment vous allez? À titre perso, vraiment bien. À titre politique, purée, je sens pas l'évolution. Je sens pas l'évolution. Et je suis pas un lanceur d'alerte. Moi, je suis déjà là dans ma région pour les faire reculer les causes des extrêmes. Est-ce que je réussirai? Je sais pas. Mais je sais maintenant qu'il va falloir pardonnez-moi, qu'on arrête un petit peu nos conneries de bisbis des uns et des autres, et de savoir si sur l'intérêt général, on est capable de se comprendre et de faire bouger les choses. Il n'y a que ça aujourd'hui qui me fait avancer. Docteur Yana va me dire un petit mot pour conclure ce débat très riche et très intéressant grâce à tous les intervenants. Docteur Clément Yana, ma question est la suivante, je ne sais pas si ça va répondre à ta préoccupation. Est-ce qu'on peut construire ou refonder une Europe aujourd'hui alors qu'elle a partiellement quand même trahi l'idéal républicain français? Enfin, je ne sais pas si elle a trahi l'idéal républicain, mais puisqu'on va continuer à faire ma réponse est non, hein, globalement, mais je ne pense pas que ça soit vraiment une question essentielle. Moi, ce que j'aimerais continuer à réfléchir avec nos responsables politiques, là, c'est qu'on a l'impression qu'ils parlent d'une Europe institutionnalisée, assez uniforme, et que l'on pourrait peut-être aussi aborder l'Europe comme une différence entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Est-ce que ce sont les mêmes peuples, les mêmes problématiques, les mêmes soucis que peut avoir un Européen du Nord et un Européen du Sud? Est-ce que, par exemple, le Brexit ne va pas être justement la possibilité d'une revanche de l'Europe du Sud par rapport à l'Europe du Nord? Et peut-être aborder... Ce sont des questions qu'on peut se poser aussi. Et peut-être aborder aussi notre thème, vous l'avez abordé les uns et les autres, c'est l'immigration, le migrant, qui est un véritable défi pour cette Europe aussi. Il y a une phrase devant moi de Raphaël Pitti, qui est le médecin d'un bateau qui est en train de pourrir dans le port de Marseille, qui est l'Aquarius. Il est tout petit par rapport aux immenses navires qui l'entourent, et il dit « La loi sur l'asile et l'immigration conforte les populismes en Europe ». Je ne sais pas s'il a raison, je ne sais pas si c'est un slogan politique, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Caroline, tu as la parole. Merci José. Moi, ce que je vois, parce que c'est important de le rappeler, sur le terrain. Alors le terrain, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes en train de chercher des solutions, tout le temps. Tout le temps dans le cadre des compétences qui sont les nôtres. Je crois que j'ai toujours été favorable à la méthode
on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et être mieux servi par soi-même, ça veut dire oser. Oser, dans le cadre des compétences qui nous sont données dans nos mandats d'élus, et nous parlons de la région puisque nous sommes avec Xavier Bertrand, eh bien d'oser affirmer avec courage que les politiques économiques, l'internationalisation des entreprises, de la formation professionnelle, des lycéens, sont des compétences d'une région, que nous ne voulons pas nous les garder pour nous-mêmes et aller systématiquement en opposition avec l'Europe qui ne nous sert pas ou avec l'État qui n'est pas au rendez-vous, mais bien au contraire, d'être dans cette société aujourd'hui, enfin ouvrons les yeux, nous sommes aujourd'hui dans une société, mon cher José, alors elle ne plaît pas à tout le monde, il suffit d'écouter la jeunesse, une société qui veut un partage d'intelligence collective. Donc il n'est pas inutile parfois de se dire que dans le cadre des politiques que nous menons, nous devons partager les savoirs, partager les méthodes, et lorsque nous avons à parler de ce sujet crucial qui est celui de